Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne info du Cameroun par le Cameroun et pour le Cameroun. C'est l'heure du journal édition grand format de ce mercredi 30 décembre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, comment déceler le code et le discours BIA? Question au centre de toutes les analyses au sujet des différentes adresses du président de la République à la nation chaque 31 décembre. Avant le juge demain, les Camerounais ont exprimé leurs attentes et souhaitent davantage de pragmatisme entre le discours et la méthode. Des discours et des épaulettes à la sécurité nationale avec quelques éléments promus au grade supérieur. La remise solennelle a été présidée ce jour à Yaoundé par le délégué général à la sécurité nationale. À suivre dans ce journal les recommandations du chef de la police et quelques réactions des heureux récipiendaires. Des armes et de la méthode, les forces de défense camerounaises avec l'appui de la force multinationale ont fait donc boire la tasse à Boko Haram au cours de l'année 2015. Nonobstant la récurrence des attaques kamikazes perpétrées dans l'extrême nord du Cameroun, avec notre correspondant permanent à Marois, on refait l'année de la guerre contre Boko Haram. Voilà pour le sommaire, une fois de plus, bienvenue. Demain, 31 décembre, le président de la République, comme il est de tradition, va s'agresser à la nation un discours qui sert de bilan de l'année et de boussole pour les perspectives. Entre 2010 et 2014, que peut-on déceler dans le code et le discours BIA? Tentative de réponse dans cette analyse. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. La traditionnelle adresse du président de la République Paul Biya chaque fin d'année est un moment chargé d'émotions et surtout de la matière pour la mémoire collective. Entre 2010 et 2014, Paul Biya, du haut de son pupitre, n'a pas manqué de souligner au fil des ans et des discours durant cette période des thématiques aussi variées que celles liées à la relance de la croissance économique du Cameroun, à la matérialisation effective des grands projets structurants sur lesquels s'adosse le tissu socio-économique du pays. Les barrages hydroélectriques, les ports, les ponts, les autoroutes, hôpitaux et autres structures d'encadrement éducatif n'ont jamais joué aux abonnés absents. La lutte contre le terrorisme, la guerre contre la corruption, le combat contre l'enrichissement illicite et les détournements de deniers publics occupent à chaque fois une place de choix dans les discours du président de la République. Mais tous ces mots ont la peau dure. Les rapports des institutions internationales, pas toujours tendres avec le Cameroun. Reporters sans frontières, Transparency International et la Banque mondiale à travers le classement Doing Business. Malgré ces zones de turbulence et ces vents et marées socio-économiques, le président de la République Paul Biya a toujours appelé ses concitoyens et compatriotes à ne point lâcher prise, car la préservation des acquis est une donnée essentielle pour toute société qui aspire à l'émergence. Et il n'est point besoin de céder à la panique sociale. Nous avons donc mis en place un dispositif de riposte et de prévention qui a rapidement fait ses preuves. À chacune de ces tentatives, Boko Haram essuie désormais de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. On peut espérer qu'ils en tireront des leçons. Dans les sorties bilan annuelles du chef de l'État, entre 2010 et 2014, les avancées du processus démocratique, même si le consensus n'est pas toujours au pinacle du Parlement, dans les chapelles politiques et dans les organismes de la société civile, l'émergence est un tout social, politique, économique et sécuritaire. Le Cameroun peut-il donc trouver dans ces adresses du président de la République une source d'inspiration citoyenne et républicaine à l'affirmative? La balle est dans le camp de ses collaborateurs, mais davantage dans celui de l'ensemble des Camerounais. Discours de fin d'année donc à la nation. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, va s'agresser à ses compatriotes demain 31 décembre et dans la rue. Certains Camerounais nourrissent des attentes allant dans la création de nouveaux emplois, aux opportunités offertes aux jeunes ainsi qu'à d'autres améliorations des conditions de vie des populations. Cliché de ces attentes et de quelques Camerounais rencontrés ce jour à Douala. Reportage Éric Ticheux, José Ngonga. Comme il est de coutume, les Camerounais où ils se trouvent attendent avec impatience le discours de fin d'année du président de la République à la nation. Une adresse dans laquelle le chef d'État fait des annonces fortes pour l'année nouvelle.
Par rapport à ce discours, mes attentes sont celles de tous les Camerounais. Je suis jeune Camerounais, diplômé. Pour moi, la première des attentes, c'est relative à l'emploi. À l'emploi comme tous les jeunes. J'aimerais que pour la nouvelle année, maintenant que nous sommes dans, soit dit en passant, dans l'implémentation du plan triennal, je crois que l'un de ces volets est l'emploi des jeunes. Donc mes attentes sont celles de l'emploi massif pour les jeunes diplômés. Si certains Camerounais pensent qu'il n'y a rien de nouveau dans ces discours et suggèrent plutôt de passer aux actes, nombreux sont ceux qui estiment qu'il est temps que des annonces fortes du président de la République s'accompagnent de la volonté de faire davantage confiance aux jeunes en leur confiant des postes de responsabilité afin d'insuffler une nouvelle dynamique pour la bonne marche de l'État. J'aimerais qu'il essaie de voir un trait par rapport aux conditions de vie de la jeunesse au Cameroun. Sincèrement, au fil du temps, plus le temps passe, on se rend compte que la jeunesse est en train de s'enfoncer. Il faudrait qu'il essaie de créer des postes pour jeunes, essayer de faire confiance aussi aux jeunes, essayer d'abannir certaines personnes que depuis fort longtemps n'ont rien prouvé jusqu'à nos jours. Là, je crois que ça vaut la peine de risquer avec les jeunes avant de voir. Moment tant attendu par les Camerounais du monde entier, cette adresse du président de la République Paul Biya chaque fin d'année est considérée comme une boussole qui, en plus du bilan de l'année écoulée, donne des directives au gouvernement pour mener à bien la nouvelle année. Extrême Nord, plus d'une vingtaine d'attentats kamikazes enregistrés en 2015. L'année a été jonchée de ces événements désastreux dans cette partie du pays. Parmi les événements figure en premier lieu la montée en puissance de la secte islamiste Boko Haram qui opère désormais par des attentats suicides. Rétrospective l'année 2015 sur le plan sécuritaire avec Célestin Taboulé. Succès. Les 365 jours qui ont accompli la 2015e année de l'ère chrétienne n'ont pas été un long fleuve tranquille dans la région de l'extrême nord. 2015 a été jonché des événements désastreux dans cette partie du pays où on dénombre un peu plus de 3 500 000 habitants. Parmi ces événements malheureux, l'on note la montée en puissance de la nébuleuse Boko Haram qui continue de semer la terreur et d'endeuiller de nombreuses familles malgré les efforts consentis par les forces de sécurité et de défense. Passé les enlèvements, les opérations de harcèlement des positions militaires camerounaises au front et la pose des mines antipersonnelles, les assaillants ont opté pour un nouveau mode opératoire en 2015. C'est ainsi que la région a subi une vague des attentats suicides attribués aux combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, connu sous le nom Boko Haram. Ces terroristes qui autrefois attaquaient les postes avancés de l'armée, organisaient des embuscades et posaient des bombes artisanales sont mis en échec par l'armée camerounaise qui a déployé un important moyen pour en découdre avec ces terroristes aux idéologies obscurantistes et tyranniques qui font des incursions meurtrières le long du corridor avec le Nigeria. Affaiblis donc, les combattants de la secte ont fait recours aux attentats kamikazes. Le tout premier a été enregistré le 12 juillet, faisant 12 morts dans la ville de Fotokol, localité adossée à la ville nigériane de Gambarou, réputée être l'épicentre des affrontements entre les assaillants et l'armée camerounaise. Après Fotokol, la ville de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, a elle aussi essuyé un double attentat suicide, faisant 13 morts. Nous sommes là le 22 juillet. Depuis lors, les terroristes multiplient des attentats kamikazes dans les localités camerounaises. Kolofata, Mora, Kerawawa, Zadoublé, Ashigashia, Fotokol sont entre autres les localités fréquemment victimes de ce nouveau mode opératoire de la secte. Le dernier en date est celui perpétré ce 29 décembre dans la localité d'Ashigashia, faisant 2 morts et 13 blessés. Il ressort donc qu'au cours de l'année 2015, la région a été véritablement secouée par plus d'une trentaine d'attentats kamikazes pour un bilan lourd de plus de 150 morts et 400 blessés. Lesquels attentats sont commis par des jeunes filles, enlevées de force et souvent à l'insu de leur famille. Une situation qui a entraîné de graves conséquences socio-économiques sur le Cameroun, notamment dans cette région considérée comme le poumon économique des régions septentrionales du pays. L'extrême nord, où on dit que tout est extrême, n'est pas seulement victime de Boko Haram. Le choléra, le paludisme, les inondations, l'insécurité alimentaire sont entre autres les mots qui s'ajoutent aux problèmes d'insécurité. Si l'année 2015 n'a pas été un long fleuve tranquille dans cette région, les regards sont désormais rivés vers 2016 pour que la paix, la sécurité et la stabilité soient restaurées dans cette région affectueusement appelée la plus belle du Cameroun.
Police camerounaise de la reconnaissance pour le personnel méritant. Ils sont au total 135 en service dans la région du littoral qui ont donc reçu leurs épaulettes d'avancement ce 30 décembre 2015 à Douala au cours d'une cérémonie de circonstances présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. Le compte rendu avec Apollinaire Obenbon, Benoît Ndormou. C'est par décret présidentiel du 3 novembre 2015 que les principaux concernés ont été portés à leur nouveau poste de responsabilité. Il s'agit notamment de 27 officiers de police principaux, 48 inspecteurs de police principaux, 28 inspecteurs de police de deuxième grade, 13 officiers de police de deuxième grade, 12 gardiens de la paix principaux et 7 gardiens de la paix de deuxième grade. Avant de procéder à la remise des épaulettes, le gouverneur de la région du littoral, dans son allocution, a tout d'abord salué la bravoure, la détermination, mais surtout la discipline dont ils ont fait montre, toute chose qui leur a valu cette reconnaissance. Tout en les encourageant à faire davantage, le numéro 1 de la région du littoral a demandé aux nouveaux promus de se débarrasser de tout acte de nature à jeter le propre sur leur corps de métier. Ce sont entre autres le retrait abusif des dossiers de véhicules, les patrouilles clandestines, la fréquentation des débits de boissons en uniforme, pour ne citer que cela. Par ailleurs, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois a recommandé aux heureux du jour de marquer d'une empreinte indélébile leur présence sur le terrain en luttant efficacement contre le banditisme et la grande criminalité qui ont fait leur nid dans la capitale économique. Écoutons donc quelques réactions de quelques récipiendaires obtenus avec le concours de notre reporter Apollinaire Obenbon. Je suis satisfait parce que quand on travaille, on s'attend toujours à une évolution. Bon, on va étape par étape. C'est d'être discipliné et respecter sa hiérarchie, aimer son travail, le faire par amour. Tout d'abord, un sentiment de reconnaissance envers la hiérarchie de la Sûreté nationale pour cette marque de confiance qu'on porte sur ma modeste personne. Ensuite, je rends grâce à Dieu pour m'avoir gardé en vie jusqu'à ce moment et me permettre, pour avoir permis que je puisse gravir les grades de la Sûreté nationale jusqu'au dernier grade du conseil divisionnaire. Et enfin, j'ai un sentiment de plus d'ardeur au travail. Je pense que c'est un appel à plus d'ardeur au travail en fait. Des récipiendaires de Yaoundé plutôt, et parlons toujours donc de sûreté nationale avec des épaulettes pour les commissaires de police. Ils ont reçu leur galon et des distinctions honorifiques des mains du délégué général à la sûreté nationale, Martin Barganguélé. C'était donc ce mercredi 30 décembre 2015 à Yaoundé. Les détails avec Salmon Foué, Joseph Fateba, Martin Dené pour le récit. 9 commissaires divisionnaires et 10 commissaires principaux ont reçu leur épaulette dans une ambiance de fête à la cour d'honneur de la délégation régionale de la Sûreté nationale à Yaoundé. La cérémonie très courue était présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé. Les récipiendaires ont bénéficié des avancements au choix du fait de leur état de service, de bons et loyaux services qui ont suscité la réaction de la très haute hiérarchie à travers un décret du chef de l'État signé le 2 novembre 2015, élevant certains de ces cadres de police à la dignité de commissaires divisionnaires et d'autres au grade de commissaires principaux. Par la même occasion, la médaille du mérite de la force publique a été épinglée sur la poitrine de 16 agents de police en détachement à Garoua-Boulaye, à l'Est Cameroun, dans le cadre de la sécurisation de la frontière Cameroun-RCA. À tous ces policiers qui ont pu bénéficier de la confiance du chef de l'État, Martin Barganguélé rappelle qu'il s'agit là d'une invite à plus de responsabilité et de dévouement au travail. Aménagement de la ville de Douala à la pénétrante Est, opérationnelle donc en juin 2016. Les travaux de construction de la pénétrante Est avancent.
Le projet budgétisé à hauteur d'une 50aine de milliards et demi est en cours d'avancement global. Les travaux est estimé donc à 4,57% pour une consommation des délais de 24,34% et une consommation financière de 21,34%. Nos reporters Benoît Ndogmo et Lisa Youmsi ont visité ce chantier situé à Douala dans la zone dite Axe-Lourd-Visage. Voilà le reportage. Le projet de la construction de la pénétrante ex de la ville de Douala, confié à la société française Rasel, est en voie de trouver une solution définitive aux gigantesques bouchons qui avaient droit de citer ici il y a quelque temps. Mais avant d'en arriver à l'entière satisfaction, les populations restent confrontées à un bon nombre de problèmes imputables aux travaux en cours. En dépit de la lenteur au niveau de la circulation et la hausse des prix de transport tels que décriés par les usagers, ils apprécient le travail de régulation de la dite circulation faite par les agents de Rasel et les forces de l'ordre mobilisées sur cet axe routier. Quant aux travaux que Rasel effectue ici, ils font quand même un travail, mais ce qui fait qu'ils sont parfois aussi lents. Mais jusqu'à ce jour, je crois que beaucoup de choses ont changé. Bon, dans les embouteillages, les gens ont parfois aussi des difficultés de pouvoir sortir aussi vite de cette zone à cause du pont qui se trouve là-bas à la Chelle. Mais dès qu'on traverse déjà la Chelle, c'est déjà fini. En allant déjà de l'entrée jusqu'à Borne 10, il y a déjà amélioration. Et au niveau du pont du marché, les choses vont déjà mieux qu'avant. Et nous prions Dieu seulement de donner toujours la force à cette société de continuer dans son travail et d'aller très bien. Et je pense que l'axe lourd va changer. Il est à noter que l'avancement global des travaux est estimé à 4,57% pour une consommation des délais de 24,34% et une consommation financière de 21,34%, y compris l'avance. Quant à la finition des travaux, l'entreprise rassure que le chantier sera livré à la date prévue, c'est-à-dire en juin 2016, étant donné qu'elle ne rencontre qu'un problème majeur pour conduire les travaux. Mais la préoccupation de l'entreprise résulte du fait que le chantier reste ouvert au public, surtout avec les commerçants du marché d'Orbassi qui ont choisi de vendre en bordure de route. Avant donc d'arriver à l'entière satisfaction, les populations de la zone dite village restent confrontées à bon nombre de problèmes imputables aux travaux en cours. Il y a des bouchons interminables, l'absence de voies de contournement et la hausse des prix de transport érigés en règle là-bas. Le quotidien des habitants de village, c'est avec Donald Agnouzwa, Benoît Ndogmo. Les populations de la zone dite village dans la capitale économique souffrent le froid et le chaud depuis le lancement des travaux de la pénétrante est de la ville. Partir d'un point à l'autre s'avère être un parcours du combattant du fait des embouteillages générés par les travaux. Face à ces désagréments, certains usagers estiment que si les axes secondaires avaient été aménagés, la situation serait passable. Nous n'avons aucune route secondaire aménagée. La preuve en est que vous venez de voir par où nous passons pour accéder à cette pénétrance qui est en cours. Vraiment, nous déplorons beaucoup cette situation et on ne sait pas si l'État pourra faire quelque chose à venir pour nous. Nous payons non seulement les impôts chers, le carburant, mais on n'a pas moyen de s'accéder. Le travail est pénible pour nous. Difficile aussi pour les habitants des villages de rallier leur domicile après une journée de dur labeur. En attendant que leurs doléances soient exaucées, seuls les coups de gueule expriment pour l'instant leur ras-le-bol. Voilà une route qui fait déjà 3 ans. Alors que le gouvernement nous avait dit que ça devait faire 2 ans, 3 mois. Pour aller faire un marché comme à Dakar, tu portes au moins 400 maladies sur la route. Il y a la poussière. Et les taximans souffrent pour rien. Parce que quand un taximan qui peut-être à l'entrée du lycée pour le marché Dakar à 250, ne s'en sort pas. Finalement, on ne sait pas ce que le gouvernement veut. Vraiment, nous sommes très désolés. Il faut que le gouvernement pense à remédier notre situation. L'aménagement des voies de contournement qui aurait pu soulager le village de ses souffrances n'ayant pas été fait, ces routes secondaires ou ce qui en tient lieu se sont immédiatement vus occupés par des engins transformant les lieux en parking. Un cliché qui en rajoute au mal-être des populations. Je vais d'abord enrayer les routes là pour faciliter parce qu'un bloc comme ça, un bloc ici là, les voitures, beaucoup de voitures passent même pas ici. Comme la F est bloquée là, et beaucoup de voitures avec des trous là, il n'y a pas moyen. Parfois les camions là viennent passer, ils tombent là, il y a les conteneurs qui tombent, il y a les trucs qui tombent là.
Et c'est dans cet univers digne d'une pétaudière que certains, en ingénieurs de circonstances, font une lecture de ce qu'aurait fait la société en charge des travaux pour faciliter le mouvement des personnes et des biens. Ça va là, nous ne comprenons pas le sens. Ils commencent un chantier, un travail, qui commence le travail ici, ils ne terminent pas, ils bloquent le passage, ils entament sur l'autre côté. Nous on ne comprend pas vraiment le sens. Donc ils ne laissent même pas la possibilité ni aux piétons même de pouvoir mieux marcher. Les piétons sont sur la route entre les voitures et les motos. Donc tout le monde est en danger. Nous on ne comprend pas comment ils travaillent. Alors, messieurs les entrepreneurs, les populations sont impatientes et espèrent que le chantier sera livré à la date prévue, c'est-à-dire en juin 2016. Dans la région du Nord, remise des dons aux hôpitaux des arrondissements du département de la Benue. Coup de cœur du député Mahmoudou Ali, sans doute le centre de santé intégré de Souari dans l'arrondissement de Garoua 1er ne suffira plus et bien évidemment ce pour un bon bout de temps, car l'honorable député Mahmoudou Ali, qui consomme et bien évidemment actionne les leviers pour que l'épanouissement arrive de ce côté-là. La cérémonie de restitution a été donc présidée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatiedi, en présence du préfet de la Benue, Mamoudou Aman. Le compte rendu de Giscard Aman Boye. La série de remises de dons aux hôpitaux des arrondissements du département de la Benue, entamée par l'honorable Mahmouda Ali, se poursuit. Après l'hôpital régional de Garoua, où il a remis 100 lits et du matériel médical, les hôpitaux de l'arrondissement de Dembo et du Mayo-Ourna, c'est au tour du centre de santé intégré de Souari dans l'arrondissement de Garoua 1er de recevoir son important don constitué de 15 matelas, de 15 lits, de 15 étagères, des pèse-bébés, des tensiomètres, des outils de soins et bien d'autres. Le donateur, qui avait préalablement reçu la demande, s'est dit fier d'y répondre favorablement par ces dons qui permettront sans doute d'assurer la santé des populations de ce centre de santé qui à lui seul couvre 15 villages. Le chef de cette formation sanitaire, quant à lui, a promis d'en faire bon usage des biens ainsi reçus. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour l'honorable Mahmoud Ali de faire le compte rendu de la session parlementaire du mois de novembre consacrée à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2016. Pour cette session, 6 projets de loi ont été présentés à l'Assemblée nationale. Il en ressort pour l'exercice qui commence bientôt que le Nord se verra octroyer plusieurs chantiers, à l'exemple de la réhabilitation du pont sur la Benue et des travaux du port de Garoua. Les populations de Souari, venues nombreuses à cette cérémonie, ont noté substantiellement les qualités de l'honorable député. Un homme qui, selon eux, écoute et réagit conséquemment dans l'intérêt de tous. Rassuré de ce soutien à lui témoigner, l'honorable député a prêché l'union de Souari autour des causes communes, tout en saluant le bon retour de ce quartier vers le RDPC. La motivation militante de Souari a été révélée lors de cet échange. Information en bref et en image, le ministère des Forêts et de la Faune, le nouveau secrétaire général prend fonction. Joseph Nyomgwe a été installé ce mercredi 30 décembre 2015 au Palais des Sports de Yaoundé par le ministre des Forêts et de la Faune Philippe Ngole Ngwese. Il remplace à ce poste Denis Koutania Koutou, principal responsable administratif du ministère. Il a été prescrit au nouveau secrétaire général une meilleure coordination de l'ensemble des directions opérationnelles que compte le ministère des Forêts et de la Faune. Écoutons à présent le nouveau secrétaire général entrant, Joseph Nyongwen, au micro de... Les priorités, c'est très chaud de les dire. On vient de m'installer, nous allons attendre voir ce qu'il y a au niveau du service avant de mettre en place les sociétés. Nous portons sur notre hiérarchie pour le ministère pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ce jeudi 30 décembre 2015 était jour d'élection présidentielle et législative en République centrafricaine. L'événement a également été vécu à Douala où plus de 3000 ressortissants centrafricains se sont rendus aux urnes pour élire leur nouveau président. Ce double scrutin législatif et présidentiel se tient après moult reports. C'est pour que l'ordre constitutionnel revienne dans ce pays tourmenté par une instabilité politique depuis la chute de François Bozizé. Apollinaire Zobelbon, José Ngonga, reportage. C'est une ambiance somme toute particulière qui règne en cette matinée du 30 décembre 2015 au consulat de la République centrafricaine situé en plein cœur du quartier Aqua à Douala.
Les Centrafricains, réfugiés et résidents dans la capitale économique sont venus élire leur nouveau président. Dès les premières heures de la matinée, les bureaux de vote ont été ouverts pour permettre à chacun de pouvoir s'acquitter de son devoir civique. Ici, tout le dispositif est mis en place pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions. C'est l'occasion de remercier le gouvernement camerounais pour le dispositif impersonnel de sécurité. Nous avons mis à notre disposition et les choses se passent très bien. Et on espère que durant tout le déroulement de ce vote, les choses vont se passer bien et qu'à la fin, nous aurons des autorités établies, élues par le peuple centrafricain. Ils sont au total 264 000 résidents au Cameroun qui se sont livrés au même exercice en ce jour de vote, tout comme leurs frères restés en Centrafrique. Mais qu'ils soient au Cameroun ou dans leur pays d'origine, leur vœu le plus cher est de voir la paix régner à nouveau en Centrafrique. Le souhait de tous les Centrafricains, c'est au sortir de ce processus, d'avoir un président élu et la cohésion sociale rétablie et le retour définitif à la paix en République centrafricaine. Avec 30 candidats sur la ligne de départ, un seul sortira la tête de l'eau et va succéder à Catherine Samba Panza, présidente de la transition, arrivée au pouvoir le 14 juin 2013, alors que la République centrafricaine était au plus profond de la crise. Une crise qui est née à la suite des affrontements entre les forces armées du président François Bozizé et les groupes rebelles de la Séléka. Cette crise, d'une durée de plus de 3 mois, avait causé la perte de plusieurs centaines de civils et plus de 200 déplacés. Sport, avant-dernière série consacrée au bilan de l'année et faits qui ont marqué 2015. Ce mercredi, gros plan sur la Ligue de football professionnel du Cameroun. Depuis sa mise sur pied en 2011, la Ligue avait toujours peiné à organiser un championnat digne de ce nom. Mais cette année, plusieurs observateurs et même des acteurs s'accordent à dire le bien de la saison 2015. Malgré quelques manquements, mais la question du départ du président de la Ligue, le général Pierre Semengue, est restée l'un des sujets phares, si bien que plusieurs présidents de clubs pensent que l'homme d'armée veut s'éterniser au pouvoir. Michel Ateba. Pierre Semengue avait pour mission mettre en place la Ligue de football professionnel à sa création en 2011. Le général d'armée a été désigné à la fois par l'État du Cameroun et la FECAFOOT. Mission fondamentale, faire marcher le bébé qui rampait à peine. 4 ans après, le guide de la Ligue de football est toujours en place et en poste au sein de la grande famille de la SEC, l'association des clubs de Ligue du Cameroun. C'est la division, l'affrontement de deux thèses. D'aucuns estiment que la Ligue de football peut désormais voler de ses propres ailes, alors il est impératif d'élire un bureau issu de la volonté des présidents de club. En face, un autre groupe qui soutient le général président dans sa politique de mise en place de la Ligue, mais surtout de former le personnel opérant. En 2015, alors que tout le monde croyait au départ de Semengue, la FECAFOOT va plutôt proroger celui-ci. Le bon déroulement du championnat professionnel Ligue 1 et Ligue 2, la maîtrise de son calendrier et surtout ses awards récompensant les équipes et leurs joueurs à hauteur des millions auront convaincu. Semengue, le vieux général, longtemps critiqué, est devenu le président aimé à la fois par les clubs et la FECAFOOT. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur CamNews 24 et bien sûr sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir.